Donc nous allons maintenant passer à la prochaine thématique sur la place des protéines végétales en alimentation humaine. Et donc pour introduire cette thématique, je vous propose le témoignage donc, de Jérôme Bertolon, qui était là tout à l'heure avec nous, qui a mis en place un essai donc, à l'EPL de Fontaine. Alors, sur l'exploitation du lycée agricole de Fontaine, historiquement, on utilise le maïs en silage dans la ration des vaches laitières. Et avec le développement de l'agroécologie au niveau des lycées agricoles, sur notre établissement, nous avons initié une réflexion pour diminuer notre dépendance aux intrants et améliorer notre autonomie, notamment au niveau protéique. Ainsi, lorsque la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, dans le cadre du pôle laitier, nous a proposé de conduire une expérimentation sur cette thématique, nous avons tout de suite répondu favorablement. Cet essai consistait donc à remplacer 2/3 de la part de maïs ensilage dans la ration de nos vaches laitières par un ensilage issu de cultures de dérobés riches en protéines qui permettait donc de réduire l'utilisation de tourteaux dans la ration. Alors, les résultats de cet essai d'alimentation ont démontré 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est un intérêt zootechnique, puisque les résultats de qualité du lait et production laitière sont similaires à la ration témoin. On a un intérêt qui est aussi économique, notamment en termes de trésorerie, puisque l'utilisation de cette ration nous a permis d'économiser l'incorporation de 2 kg de tourteaux de colza dans la ration, ce qui représente à peu près 5 tonnes de concentré sur la période d'essai. Par contre, on est obligé d'incorporer un peu plus de concentré sous forme d'énergie, type céréales, blé ou maïs. Mais comme ces concentrés sont produits sur nos exploitations, en termes d'autonomie, nous sommes gagnants. Et en termes de trésorerie aussi, puisque nous n'avons pas fait de dépenses supplémentaires pour l'achat de tourteaux de colza. Enfin, on a un intérêt agronomique, car dans nos mélanges, nous incorporons une proportion importante de légumineuses qui a un effet bénéfique sur notre système. Au vu de ces premiers résultats, nous avons décidé de reconduire une nouvelle expérimentation pour l'hiver 2019-2020 en accentuant encore notre recherche d'autonomie, puisque cette fois nous allons complètement remplacer le maïs ensilage par cet ensilage de dérobé que nous allons incorporer à 100% dans notre ration. Et nous attendons les premiers résultats pour le printemps 2020. Donc nous allons maintenant parler d'alimentation animale et non humaine, comme je l'ai dit avant la vidéo. Donc pour ce faire, j'accueille notre nouveau binôme, donc composé de Christelle Philippot. Donc Christelle, tu es enseignante-chercheuse en alimentation animale à AgroSup Dijon et tu travailles donc sur l'alimentation des ruminants au sein de l'UMRH Herbivore. Et donc Denis Chapuis, tu es donc chargé de mission R&D à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et également animateur du pôle laitier régional. Donc bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'alimentation animale. Alors pour commencer, on entend de plus en plus parler de la part importante des protéines en alimentation animale. Christelle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et d'où viennent ces protéines ? Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, on entend beaucoup parler de l'alimentation animale autour de vifs débats et plus particulièrement de l'alimentation protéique. Alors pourquoi autant de débats un peu passionnels autour de l'alimentation animale ? C'est surtout en lien, on entend très régulièrement des discussions autour de la faible efficacité de transformation des protéines végétales en protéines animales.
Donc cette faible efficacité est vraie, mais a été quand même fortement travaillée au cours des dernières décennies. Donc une amélioration de l'efficacité de transformation a été permise grâce à des progrès génétiques, grâce également à une meilleure connaissance des besoins nutritionnels des animaux et une meilleure connaissance des caractéristiques des matières premières à travers la composition chimique ou les valeurs nutritionnelles. Alors, tous ces travaux ont conduit à une baisse de la teneur en protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage, en particulier pour les porcs, pour les vaches laitières. Et par exemple, pour illustrer ce point, pour produire un porc aujourd'hui, on a besoin de 32 kg de protéines, alors que dans les années 80, c'était 52 kg. Donc on a quand même gagné 20 kg. Alors, même si cette valeur est faible, on doit prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces données fortement médiatisées. C'est que il faut quand même sensibiliser le citoyen, le consommateur, par rapport au fait que les animaux peuvent ingérer une grande diversité de matières premières. Et il y a eu dans ce cas, et puis c'est quand même une caractéristique des systèmes français, d'avoir une forte diversité de matières premières en lien avec la diversité des exploitations animales, et puis bien sûr qui va dépendre de l'espèce animale. Mais des travaux relativement récents, donc conduits par INRAE et l'Institut de l'élevage, a pu montrer que des systèmes d'élevage qui valorisent des matières premières non consommables directement par l'homme, donc comme des fourrages à base d'herbes ou des coproduits d'industrie de l'alimentation, sont contributeurs nets de protéines, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de protéines qu'ils n'en consomment. Donc c'est quand même des voies d'intérêt et des voies de travail à développer. Alors par rapport à la deuxième partie de la question sur le volume de matières premières utilisées en alimentation animale et de matières protéiques et leur origine, donc effectivement, l'alimentation animale est un secteur qui nécessite une forte demande en protéines. On est autour de 12,3 millions de tonnes de protéines par an. Mais là aussi, de quelle source protéique parle-t-on ? Si on parle... Je reprends, donc de quelle source protéique parle-t-on ? Il faut savoir aussi que la France est exportatrice nette de protéines. Donc si on parle de uniquement protéines, eh bien on est excédentaire en protéines grâce aux céréales exportées. Mais ces céréales ne peuvent couvrir 100% des besoins des animaux dans la mesure où leur concentration en protéines est relativement faible. Donc ces protéines doivent être complémentées par des matières premières riches en protéines et c'est là que le bas blesse. Donc c'est à ce niveau qu'on est déficitaire en matières riches en protéines. Donc il s'agit de matières premières qui ont plus de 15% de protéines. Alors par rapport à l'alimentation animale, il y a un déficit en matières premières riches en protéines de l'ordre de 46% pour la France. Cette valeur est quand même plus faible que la valeur européenne qui est de 66%. Pour combler ce déficit, eh bien sûr, on importe des matières premières, des coproduits et en particulier le tourteau de soja. Donc ce tourteau de soja provient essentiellement du Brésil pour la France, pour plus de 60%, ensuite des États-Unis et de l'Argentine. Alors ce tourteau de soja a un intérêt nutritionnel, par sa forte teneur en protéines, forte digestibilité, mais ce tourteau de soja pose un certain nombre de questions en termes de durabilité environnementale, durabilité sociale, donc une empreinte carbone importante, une déforestation qui, au niveau de la forêt amazonienne ou au niveau des savanes, pour étendre la zone de production, mais aussi des structures très importantes de 5000 hectares, une main-d'œuvre qui est quand même un peu exploitée, donc effectivement de fortes difficultés au niveau de ces deux piliers. Et puis des questionnements en termes de durabilité économique, puisqu'on doit faire face à une forte volatilité des cours, comme ça a été dit précédemment, donc en lien avec une production qui peut être fluctuante en fonction d'aléas climatiques, mais surtout de contextes géopolitiques qui vont fortement influencer le prix de cette matière première. Puisque si on a 3 pays producteurs, on a aussi un gros pays acheteur qui est la Chine. Donc vous voyez bien que les relations
États-Unis, Chine peuvent fortement impacter ce prix. Donc, en cohérence avec les attentes sociétales, des projets type CPSDR participent à réfléchir à une meilleure durabilité des systèmes d'élevage, des systèmes d'alimentation, donc respectant le bien-être animal, limitant les impacts environnementaux, mais aussi améliorant la résilience des systèmes. Donc, par rapport à la place du soja, il y a eu des progrès, c'est relativement en baisse. Il y a d'autres sources utilisées aujourd'hui, puisque le soja représente que c'est peut-être maladroit de dire ça, mais un tiers des protéines utilisées par les industriels de l'alimentation. Donc il y a des graines d'oléoprotéagineux, des coproduits d'industrie céréalière, de la luzerne déshydratée. Donc ces différentes sources sont utilisées par les monogastriques à 100%, et pour les ruminants, eh bien, ils arrivent en complément des fourrages. Justement, pour parler un peu plus des ruminants, donc toi Denis, tu travailles sur les élevages bovins. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour à tous déjà. Et puis évidemment, la problématique protéine, elle concerne évidemment les filières bovines, plus particulièrement la filière bovin-lait, puisque les besoins sont plus importants. En termes de consommation, l'élevage laitier représente à peu près un tiers des importations de soja consommées, derrière les volailles, mais c'est 4 à 5 fois plus que l'élevage bovin-viande. Et pour rebondir sur les propos de Christelle, effectivement, en bovin, la première source de protéines consommées ou valorisées, c'est celle des fourrages, alors qu'ils soient pâturés ou récoltés. L'herbe jeune, les légumineuses comme le luzerne, trèfle sont particulièrement riches en protéines, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas suffisant pour couvrir malgré tout les besoins des animaux. Et ça d'autant plus que dans la ration, la part de maïs fourrage est importante, parce que le maïs, c'est une plante très intéressante, parce que riche en énergie et en amidon, et donc intéressant en laitier notamment, c'est aussi pauvre en protéines, et donc ça nécessite une correction et un apport d'aliments complémentaires riches en protéines qu'évoquait Christelle tout à l'heure, donc les tourteaux de soja, colza, et aussi donc les protéagineux sur lesquels on viendra un peu plus tard. Et donc Christelle, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont finalement les problématiques nutritionnelles pour les ruminants et les monogastriques, finalement des alternatives au soja importé ? Alors, comme nous l'avons dit, il existe aujourd'hui d'autres sources qui sont bien utilisées en alimentation des animaux d'élevage, donc le tourteau de colza, le tourteau de tournesol, qui peuvent être produits en France, bien que le tourteau de tournesol, une partie vient de mer Noire. On peut aussi produire du soja en France, mais pour le soja produit en France, on voit qu'il y a aussi une forte concurrence par rapport à l'alimentation humaine, et ça c'est quand même une problématique forte. Et puis ce qui nous intéresse aussi un petit peu plus aujourd'hui, c'est les légumineuses à graines. Donc ces légumineuses à graines entrent actuellement à très faible concentration dans les aliments industriels, moins de 1%. Pourquoi ? Pour un problème de compétitivité par rapport aux autres sources, lié à un volume insuffisant, à une inégalité, une irrégularité de la production et de la disponibilité de ces matières premières, et aussi à cause de valeurs nutritionnelles qui peuvent présenter quelques faiblesses par rapport au tourteau de soja. Donc en valeur nutritionnelle, on a une teneur en protéines bien sûr plus faible. Et peut-être que dans ce cadre, on doit penser aux légumineuses à graines, pas comme substitution uniquement du tourteau de soja, mais comme une substitution d'un mélange céréales et tourteau de soja. Un profil en acides aminés essentiels qui est un petit peu moins satisfaisant que le tourteau de soja, avec même si la teneur en lysine est relativement importante, eh bien la teneur en acides aminés soufrés, méthionine, cystéine un petit peu plus faible, en thréonine également, donc ce qui peut nécessiter pour certains animaux une complémentation d'acides aminés de synthèse. Et puis les facteurs antinutritionnels, leur concentration a fortement baissé grâce à la sélection génétique, mais ça peut rester un frein pour les monogastriques essentiellement, porc et volaille. Alors, dans ces facteurs antinutritionnels, on peut parler par exemple de vicine, convicine pour la févrole. Les teneurs en parois, qui sont relativement élevées pour certaines légumineuses, peuvent aussi constituer un frein à l'utilisation pour les monogastriques, ou tout du moins limiter le taux d'incorporation. Et pour les ruminants, les légumineuses
sont caractérisés par une qualité de l'azote, cette fois-ci trop soluble, presque trop digestible dans le rumen, et qui ne permet pas une bonne valorisation par les micro-organismes du rumen. Donc voilà quelques principales problématiques. Merci Christelle. Denis, est-ce que tu pourrais nous proposer quelles sont les solutions, on va dire, que l'on peut apporter aujourd'hui à l'apportation du tourteau de soja? Et je sais que tu en as testé certaines dans tes essais, donc est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments de réponse là-dessus? Oui, alors déjà, comme on l'a vu, par rapport à du moins à l'échelle d'une exploitation, il y a deux principales voies. Donc c'est la voie fourrage, sur laquelle on reviendra un peu, et puis la voie aliment. Donc d'un côté déjà l'optimisation des quantités distribuées, qui est quand même toujours une recherche constante en élevage, et aussi le choix d'autres sources plus locales, ce qui a été évoqué, colza, drèche et protéagineux entre autres. Et donc du coup dans cette voie, donc les protéagineux comme la févrole, le soja peuvent être intéressantes, et ces autres sources aussi peuvent répondre à des attentes de filières qu'on voit de plus en plus marquées, notamment parce qu'elles vont vers des démarches non OGM, vers des démarches aussi de certifiés provenance France, comme Danone en ce moment. Et donc, voilà, ça peut aussi contribuer à ces attentes de filières-là. Et nous, pour répondre un petit peu par rapport à ce qu'on a pu tester, en 2018-2019, dans le cadre du pôle laitier régional et des projets PSDR Poète et aussi PAPSAL, on a testé l'utilisation de graines de févrole et de soja toastées, justement le toastage pour limiter un peu cette problématique azote soluble qu'évoquait Christelle tout à l'heure. Et par exemple, au lycée agricole de Châtillon, donc à la Barotte à Châtillon-sur-Seine, on a pu remplacer totalement le tourteau de soja par des graines de soja toastées, et avec des résultats techniques et économiques très intéressants, puisqu'on a globalement fait plus de lait, un peu moins de taux, et avec pas de problème du tout sur le troupeau, même en montant jusqu'à 3,5 kg de graines de soja toastées par vache. Et sachant que l'utilisation notamment de soja peut être problématique liée au taux de matière grasse de cette graine-là, qui est assez élevé, et donc qui peut limiter les quantités que l'on peut distribuer. Après, si on extrapole un peu ce type de ration à l'échelle d'une exploitation et du troupeau, cette ration-là, où on a remplacé 1,6 kg de tourteau par 2,6 kg de graines, pour 65 vaches et sur 6 mois, ça correspond environ à 10 hectares de soja à récolter à 30 quintaux. Donc ce n'est pas tout à fait neutre non plus quand même en termes d'impact si on raisonne qu'à l'échelle de l'exploitation. Mais c'est donc quand même malgré tout une voie très intéressante, et qui, par contre, en termes d'économie et de pertinence et d'intérêt économique, il faut quand même, c'est très lié au cours du marché mondial, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et aussi de la valorisation possible par les filières, justement, par l'utilisation de ces graines-là. Et de ton côté, Christelle, est-ce que tu connais d'autres exemples de ce qui se fait aujourd'hui ? Oui, on va essayer d'être un petit peu plus positif que le tableau qu'on vient de dresser par rapport aux points faibles des légumineuses. Donc, il existe des solutions pour améliorer la valeur nutritionnelle des légumineuses, alors à adapter à chaque mode d'utilisation. Dans le cas d'une utilisation à la ferme, on pourra mobiliser des traitements technologiques relativement simplifiés, donc des traitements mécaniques de broyage. Pour des ruminants, on va plutôt favoriser un broyage grossier, un aplatissage de ces graines pour limiter la dégradation, alors que si on est dans un élevage de monogastrique, on ira plutôt sur un broyage très fin. Ensuite, il y a des regroupements possibles entre plusieurs fermes. Il y a des exemples dans d'autres régions de CUMA qui utilisent des toasters mobiles et donc qui se partagent entre plusieurs fermes pour travailler de la façon qu'a présenté Denis précédemment. Et puis, dans des filières qui intègrent un industriel de l'alimentation, eh bien, on va pouvoir travailler sur des traitements un petit peu plus drastiques, l'extrusion par exemple, ou alors simplement la granulation. Le chauffage peut avoir un effet relativement satisfaisant sur certains facteurs antinutritionnels. Et plus particulièrement pour les monogastriques, le décortiquage, le dépelliculage. Donc c'est une façon d'enlever les parois, de limiter les parois, de concentrer les protéines. Donc ce sont des traitements qui sont d'intérêt pour avoir une meilleure utilisation par les animaux d'élevage. Alors aujourd'hui, il est peut-être difficile de vraiment quantifier ces effets, parce qu'il faut quand même être très
sensible aux différents process qui peuvent être utilisés par les industriels, qui sont très variables d'un site à l'autre, et donc apporter une forte variabilité de la valeur nutritionnelle. Donc ça, c'est un petit peu un point faible en termes de conseils. Tout à l'heure, Denis, tu as évoqué la voie déconcentrée. Est-ce qu'il existe une autre voie ? Oui, donc la voie fourrage, qui est quand même en ruminant et en bovin notamment l'essentiel. Et quand on dit fourrage, il ne faut pas oublier le pâturage, puisque c'est une source importante de protéines qui est parfois mal valorisée. Et même en système laitier intermédiaire de plaine, où le pâturage a quand même beaucoup diminué, si le parcellaire le permet, il y a quand même 2 mois à 2 mois et demi de production d'herbes riches qui seraient à valoriser. Et sinon, le principal levier, ça reste quand même au travers des fourrages stockés, notamment avec des récoltes précoces, qui sont plus riches en protéines, alors sous forme d'ensilage ou de foin précoce ou d'enrubanage. Et autre source évidemment importante, c'est celle de l'introduction de légumineuses dans les systèmes, comme de la luzerne, du trèfle ou les métailles, qui sont des leviers qui sont de plus en plus pratiqués et utilisés en exploitation. Et donc justement, pour compléter la présentation de Jérôme tout à l'heure sur le petit film, on a poursuivi dans le cadre du pôle laitier régional et du PSDR et aussi de GoProtéines et PAPSAL, notre recherche en poussant la recherche d'autonomie protéique par des fourrages au maximum, un petit peu au bout, et où on a remplacé effectivement le maïs totalement par un métail protéique. Donc un métail, c'est un mélange avec très riche en févrole, pois, vesse, avec très peu de céréales dedans. Et donc ce premier résultat, cette première année d'essai, a permis en effet de réduire de 50% les besoins en tourteaux, avec des résultats techniques tout à fait satisfaisants, enfin équivalents que la ration maïs en termes de production laitière et de taux. Par contre, il faut quand même... Nous, on a poussé la démarche jusqu'au bout et il y a encore un essai en cours pour confirmer. Une des limites, malgré tout, de ce type de fourrage, c'est quand même sa faible valeur en énergie. Et ce qui nécessite des apports importants sous forme de céréales ou de maïs épi. Et du coup, à l'échelle d'une exploitation, ça peut impacter fortement l'assolement et le travail. Et si on reprend notre extrapolation là, sur un troupeau de 65 vaches et sur 6 mois, passer du tout métail, là où il nous fallait 10 hectares de maïs et 3 hectares de céréales, il nous faut 25 hectares de métail et 8 hectares de céréales. Ce qui veut dire qu'en termes d'assolement et d'équipement et de travail, ce n'est pas tout à fait neutre. Indépendamment de ça, c'est quand même une culture tout à fait intéressante, y compris agronomiquement en termes de précédents. Et c'est tout à fait pertinent de l'utiliser sans forcément aller au bout de la démarche et dans les extrêmes, comme nous, on a été dans le cadre des essais. Et surtout lorsqu'on a un potentiel maïs sur l'exploitation qui est quand même qui reste correct. Voilà, il faut rester de manière équilibrée. Et je pense qu'une des voies, sans doute, qui peut être intéressante dans la démarche justement de réduction un peu de la dépendance au soja, c'est peut-être une réduction de la part de maïs au profit justement d'une combinaison de fourrage riche en légumineuses, d'herbes et de métail, ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus et qui fonctionne très bien en exploitation. Et toi, Christelle, est-ce que tu connais d'autres exemples sur ce qui est fait dans la voie fourrage ? Alors, je pense que Denis a été très exhaustif. Donc, la voie fourrage, je pense que c'est quand même une voie à travailler. Et si on reprend le volume de protéines nécessaires pour l'alimentation animale, les fourrages apportent la moitié des protéines nécessaires pour l'élevage. Donc, c'est vraiment une voie de travail à poursuivre. Et je peux juste rappeler quelques principes connus par les éleveurs pour mieux travailler cette voie. C'est de bien raisonner le système fourrager dans un contexte de changement climatique. Donc, pour travailler sur l'autonomie en matière sèche, eh bien, il faut vraiment diversifier les fourrages produits sur l'exploitation et introduire des légumineuses. Ces légumineuses permettent d'augmenter l'apport protéique par la voie fourrage, mais pour certaines légumineuses, il y a quand même un intérêt pour faire face à des aléas climatiques. On connaît donc, et on a vu à travers ce PSDR la luzerne, l'exemple de la luzerne qui permet de tolérer la sécheresse. Le trèfle violet aussi peut être intéressant. Et puis, il y a d'autres légumineuses qui peuvent tolérer des températures un petit peu plus élevées, comme le trèfle blanc, le lotier. Donc, voilà, des voies de travail
à poursuivre. Et d'ailleurs, je profite discuter de cette voie pour rappeler certains résultats qui ont été obtenus dans le précédent donc PSDR, en lien avec le lycée du Valentin, qui ont testé plusieurs luzernes, des luzernes méditerranéennes, testé des prairies multi-espèces pouvant inclure certains trèfles très particuliers, trèfle fraise, voilà des noms qu'on connaît un petit peu moins bien, mais ces travaux seront certainement à développer en Bourgogne-Franche-Comté pour aller vers plus de résilience du système fourrager. Avec les différents éléments là, que vous venez de nous évoquer tous les deux, je me demande finalement, est-ce que c'est possible d'avoir une exploitation qui soit autonome en protéines ? Alors, oui, sans doute. Pas à n'importe quel prix non plus, et sans doute plus facilement en élevage allaitant ou petit ruminant qu'en élevage laitier. Mais malgré tout, on peut s'en rapprocher. Mais plus ça dépendra des systèmes, et plus les objectifs de production vont être élevés, plus ça sera difficile, notamment en production laitière. Par contre, moi je pense qu'à l'échelle de l'exploitation, 100% d'autonomie protéique, ce n'est pas forcément une finalité en soi, et ça peut devenir un non-sens économique ou technique. Je pense que l'autonomie protéique, elle doit aussi pouvoir se gérer à une échelle autre que celle de l'exploitation strictement. Et ça n'empêche pas qu'il faut activer tous les leviers disponibles sur l'exploitation, dans la limite aussi des potentiels agronomiques de ces exploitations. Tout le monde n'est pas capable de produire des protéagineux, etc. Et sans déstabiliser le système, notamment au niveau des aspects travail et mécanisation. Et par contre, moi, je suis aussi très attentif en termes d'autonomie globale, là, pour le coup, à l'échelle de l'exploitation, pour déjà, c'est, à mon avis, une priorité, parce qu'on a bien vu ces dernières années ce que ça peut coûter en termes de production et en termes d'achat, de ne pas arriver à faire des stocks après les sécheresses qu'on a pu vivre, quoi. Et donc, la priorité, pour moi, c'est déjà l'autonomie globale, et après protéique, en activant tous les leviers qu'on peut faire. Et donc finalement, quelles sont les perspectives un peu ? Donc autonomie protéique à tout prix au niveau des exploitations, Denis vient de répondre, et je pense qu'il est vraiment important de chercher une cohérence entre les ressources qu'on peut produire sur l'exploitation et le potentiel des animaux. C'est quand même le premier point de réflexion. Par rapport à des simulations économiques et le prix du soja qui n'est pas forcément toujours favorable à rechercher des alternatives de protéines européennes, eh bien peut-être qu'il faut aussi accompagner les éleveurs pour qu'ils arrivent à mieux prendre en compte aussi tous les services qui peuvent être rendus par des légumineuses, l'introduction de légumineuses à graines et légumineuses fourragères. Ils ont aussi besoin d'un accompagnement, je pense, agronomique sur la production pour pouvoir bien comprendre tous ces intérêts et puis les aider au niveau de l'itinéraire technique. Soutenir la production par une politique incitative, c'est quand même aussi important pour que les éleveurs aient envie de produire plus de graines de protéagineux. Alors, au-delà de l'aspect agronomie, eh bien, il faut aussi penser à la valorisation de ces produits par les animaux et travailler absolument sur la création de filières, des filières qui intègrent une plus-value sur le produit animal commercialisé, donc avec des filières qui commercialisent, qui mettent en avant le fait qu'on utilise un produit sans OGM et produit localement. Alors là, c'est pour le côté polyculture-élevage, mais cette autonomie doit certainement être réfléchie plutôt au niveau du territoire, donc plus de liens entre céréaliers et éleveurs, donc essayer de donner la possibilité aux éleveurs de commercialiser leurs légumineuses à graines ou peut-être d'échange par rapport à des légumineuses fourragères, donc dans les filières qu'on a citées tout à l'heure, non OGM et puis protéines locales. Donc, c'est des voies qui sont certainement à travailler pour aller plutôt vers une autonomie territoriale. Et il me semble que le plan protéines peut être vraiment un bon catalyseur pour accompagner cette réflexion globale. Alors, peut-être à court terme, parce qu'on entend parler de sommes sur 2 ans. Voilà, comment pérenniser cet élan possible pour aller vers une plus forte production de protéagineux
de légumineuses en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Oui, du coup, par rapport au plan protéines, nous, on a prévu de poursuivre avec certains essais avec l'Institut de l'élevage, notamment sur les graines de soja toastées, donc au lycée agricole de Fontaine, pour poursuivre et conforter un peu les résultats qu'on a pu obtenir, et sur la valorisation de pois protéagineux aussi sur le lycée de la Barotte à Châtillon-sur-Seine. Le poids, du coup, moi je pensais que le poids c'était assez faible en protéines, alors pourquoi sur le poids ? Alors effectivement, ce n'est pas le protéagineux le plus riche, puisqu'on n'est qu'à 20% de protéines. Malgré tout, dans les conditions du lycée de la Barotte, où la part de maïs a déjà été pas mal réduite, le besoin en correction est plus faible. Et ça correspond aussi avec une zone de production du pois, qui est une attente un peu d'avoir des références techniques par rapport à ça. Alors que sur Fontaine, on est dans une zone de production du soja beaucoup plus importante, et où là, c'est plus cohérent finalement, quoi. Voilà, donc peut-être pour compléter, il me semble important de poursuivre le travail en amont, le travail d'amélioration génétique sur ces légumineuses. C'est peut-être un petit peu utopique, mais ce serait bien d'aller vers une segmentation des marchés, donc avoir différents types de pois pour les différentes utilisations. On voit que les différentes espèces animales n'ont pas forcément les mêmes besoins, et une légumineuse à tanin, ça peut être très intéressant pour les ruminants, par exemple, et moins intéressant pour les monogastriques. Et puis poursuivre vraiment les travaux sur les légumineuses fourragères, qui est quand même une voie très prometteuse pour l'autonomie protéique, et rechercher des variétés plus résistantes aux différents aléas. Donc, poursuivons avec des travaux de ce type, des programmes de ce type pour travailler tous ensemble, amont et aval, et avoir des systèmes plus durables et plus résilients. Merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant passer à la phase de questions. On a reçu une question d'un auditeur au sujet du soja. Donc, on parle beaucoup du soja brésilien, mais quelle est la quantité de soja produite en France ? Peut-elle se développer dans le contexte climatique avec plus de chaleur qui lui est favorable, mais aussi plus de sécheresse ? Alors, juste une information que je ne suis pas spécialiste du tout de la culture du soja. Je sais que pour être intervenu récemment dans des formations justement sur l'adaptation au changement climatique, la culture du soja fait partie des plantes qui pourront bénéficier un peu de ce réchauffement globalement en termes de rendement et d'extension de zones de production. Alors après, sur la part de soja français, si j'ai bien compris, dans la part des tourteaux, je crois que j'avais regardé rapidement moi hier, sur le tourteau de soja, on doit être à 95% importé. Voilà. Oui, et puis pour la partie agronomie, je pense que c'est plutôt des personnes dans la salle qui pourront répondre, que nous-mêmes qui sommes plutôt au niveau de la valorisation par l'animal. Sinon, on peut prendre une autre question. Oui, à vous entendre, donc il semble que sur le plan technique, on ait quand même pas mal de réponses, on ait pas mal d'avancées. Donc est-ce que les suites, c'est de travailler plus sur le plan politique au sens très large, et donc de mettre en place des mesures, des accompagnements, des incitations pour mettre en place toutes ces solutions que vous avez présentées plutôt que de recourir à l'importation ? Et la deuxième piste possible, là aussi question, est-ce que ce n'est pas de remettre en cause les modèles génétiques animaux que l'on a actuellement, qui sont très performants, mais peut-être trop performants et trop exigeants, pour avoir des animaux plus valorisateurs de ressources de moindre qualité, donc meilleurs utilisateurs de fourrage ou d'aliments à moindre taux de protéines pour ce qui est des monogastriques. Alors sur la partie effectivement, filière et accompagnement, par rapport aux références techniques, je pense qu'il faut quand même continuer de creuser, notamment ce qu'on évoquait sur les protéagineux et la valorisation, en ce qui me concerne en bovin, notamment sur des aspects qui ont été évoqués un peu plus pour les monogastriques, mais tous les facteurs antinutritionnels qui apparaissent dans la littérature, qui en bovin sembleraient moins marqués, mais la question se pose, à mon avis, plus sur des durées de distribution plus longues
et des quantités plus importantes, donc un effet durée et temps de ces facteurs nutritionnels qu'on ne maîtrise pas trop. Donc le toastage était aussi une réponse par rapport à ça. Et après, ça a été évoqué plusieurs fois, mais effectivement, là, c'est une démarche de filière pour pouvoir valoriser ces sources locales de protéagineux ou de luzerne, etc., pour compenser en fait ce manque d'intérêt économique qu'on peut avoir en instantané dans la cour d'une exploitation lorsqu'on a une offre de matières premières qui vient de l'autre bout du monde mais qui est moins chère, quoi. Et je pense qu'effectivement c'est une démarche plus filière là qui est importante à mettre en place, quoi. Et de valorisation du coût du produit. Et sur la question par rapport à l'efficacité de transformation, c'était un élément que j'aurais bien voulu discuter, mais effectivement, il y avait une notion de temps. On ne va plus travailler aujourd'hui vers des modèles qui vont chercher à augmenter l'efficacité de transformation de matières premières de type concentré. Effectivement, il faut travailler certainement plus, et il y a des travaux quand même menés plutôt sur le porc pour le rendre... permettre de mieux valoriser des matières premières riches en fibres. Donc, travailler avec des espèces génétiques avec plus de résilience et capables de valoriser une plus grande diversité de matières premières. Donc, il y a certains travaux qui vont dans ce sens. On va prendre encore une question. Une double question en fait liée aux critiques qu'on entend très souvent sur la viande bovine et sur le maïs. La première, vous avez dit que les élevages qui consomment de la protéine herbe et de la protéine de coproduits est contributaire net de protéines. Est-ce que ça veut dire que ces élevages sont aussi, dans ce cas-là, positifs en termes de bilan énergétique, un bilan carbone dont on parle beaucoup? Et est-ce qu'il ne faudrait pas le faire savoir davantage pour casser cette idée qu'il faut arrêter de manger de la viande bovine? Et puis la deuxième question, vous parliez tout à l'heure du maïs comme fourrage qui est pauvre en protéines. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de l'autonomie en protéines avec l'ensilage de maïs? Et est-ce que finalement ces systèmes de maïs sont à promouvoir si on veut essayer d'aller vers plus d'autonomie en protéines? Si je vais répondre à la dernière question, là, du coup, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'intérêt du maïs, dans les zones de plaine où il y a un potentiel de rendement qui est important. Et aujourd'hui, du coup, ça fait quand même une plante intéressante parce que justement, par sa richesse en énergie et en amidon. Après, c'est l'excès, les rations tout maïs, qu'on a très peu chez nous finalement dans nos régions, qui sont très consommatrices effectivement de correction, donc de tourteaux de soja, entre autres, pour arriver à les corriger. Et donc sans doute que aller vers une proportion de maïs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, moins importante, réduite, en valorisant au maximum les fourrages présents sur l'exploitation et en travaillant sur la teneur en protéines de ces fourrages, justement, par leur diversité, luzerne, légumineuses, métailles et compagnie, et stade de récolte, on peut arriver à améliorer énormément cette autonomie protéique et cette dépendance au tourteau, quoi. Voilà. Et tout le monde, après, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de passer en surface 100% herbe, dans nos systèmes traditionnels, j'entends, et parce qu'après, il faut aussi beaucoup de surface, il faut beaucoup d'énergie pour corriger ces systèmes, notamment riches en luzerne ou en métailles, donc il faut des surfaces en céréales disponibles, ou du coup acheter beaucoup de céréales, quoi. Donc l'équilibre, il est entre les deux, je pense. Et par rapport à la question sur les systèmes herbes, on connaît beaucoup d'effets, de points positifs autour de cet élevage. Donc, en plus d'être contributeurs nets en protéines, effectivement, ils ont une empreinte carbone qui est plus faible que des systèmes maïs. Donc, grâce au stockage de carbone dans les prairies, c'est quand même ce qui va limiter fortement les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il y a aussi d'autres points positifs sur la qualité nutritionnelle de la viande, avec un pâturage, une herbe pâturée d'oméga 3. Il y a un effort de communication à faire, puisqu'on connaît déjà beaucoup de points forts à ce type d'élevage. On va prendre la toute dernière question.
Oui, merci. J'avais une question en fait sur les phytoestrogènes, c'est-à-dire que dans l'alimentation humaine, en fait, on s'interroge beaucoup sur une consommation excessive de soja et l'impact des phytoestrogènes sur la santé humaine. Et donc, ma question est assez simple, c'est est-ce qu'on s'est posé la question pour les animaux, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une accumulation de ces phytoestrogènes dans le lait, par exemple, et derrière un impact chez l'homme? Alors, il y a des données sur lesquelles je n'ai pas forcément un grand recul, mais je reprendrai. Effectivement, on en parle, mais il n'y a pas beaucoup de travaux à ma connaissance. Mais je reviendrai vers toi avec une réponse plus précise. Et j'avais une question sur du coup, est-ce qu'au niveau des légumineuses, on a quantifié les phytoestrogènes par rapport au soja, par exemple? Est-ce que ça pourrait être quelque part un point fort en fait des légumineuses? Voilà, ça m'a posé beaucoup de questions finalement, vos interventions. Merci. Alors, ce ne sera pas non plus une réponse très précise ni très complète, juste un élément de réponse que je peux apporter avec un essai qu'on avait fait au lycée de la Brosse à Auxerre sur des génisses à laquelle on avait distribué d'un aliment complet, très riche en luzerne, et qui avait permis d'avoir des résultats d'ailleurs de croissance, etc., très intéressants, mais on avait constaté un peu par hasard et par ailleurs un avancement des chaleurs, et donc une possibilité d'inséminer ces génisses plus tôt, de l'ordre de 2 à 3 mois quand même. Et donc on l'attribuait justement à cette teneur en phytoestrogène, notamment de la luzerne, quoi. Alors sans plus de précision ni d'éléments de réponse. On va prendre une toute dernière remarque. Alors, c'est pas une remarque, c'est une réponse à la question de Sophie Fonkerny tout à l'heure au sujet finalement d'une forme de stigmatisation sur la consommation de viande bovine. Je voulais mentionner la prospective TIFA qui était sortie, je crois, en 2018 sur la transition agroécologique en 2050 en Europe et qui remet au cœur de son scénario le redéploiement des systèmes d'élevage bovin extensifs pour parvenir à atteindre des systèmes agroécologiques satisfaisants. Donc effectivement, ça allait à rebours de messages qu'on entend beaucoup actuellement, mais cette question, tu as absolument raison, est absolument fondamentale. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre intervention. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin. Je vous donne rendez-vous pour la suite de la présentation de nos résultats cet après-midi à 14h pile. D'ici là, je vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure.